Très bien. Donc, je m'appelle Stéphane Jo, je suis le directeur industriel et technique de Vlad. Donc Vlad, pour ceux qui ne connaissent pas, une bonne majorité les connaissent, on est basé à Parcéménès, dans l'agglo Tourangelle. C'est une société qui a été créée en 85. Nous sommes 87 personnes le mois dernier. Donc on a grandi depuis 5 ans. Moi je suis arrivé en 2016, j'étais 31e et on est 85 aujourd'hui. Donc Vlad, pour situer, on est plutôt dans une gamme de batteries donc portables, dans le domaine médical et industriel. Sur alors quand on dit portable, notre scope c'est 48 volts nominal au maximum. Voilà. On est sur des batteries qui vont faire 1200 Wh au maximum. Voilà à peu près le scope de batteries sur lesquelles on travaille. Donc on a notre propre bureau d'études pour la conception de toute la partie sécuritaire, donc tout ce qui est BMS, PCM, communication, IHL. Donc on souhaite maîtriser toute la chaîne, parce qu'une batterie, ça va dans un système, et une batterie seule avec un plus, un moins, c'est pas ça une batterie aujourd'hui. Enfin, ça n'a jamais été ça, parce qu'il y a sa vie, et il faut y ajouter les composants qui vont bien, qui vont être en cohérence avec le système global. Donc quand on travaille avec notre client, mais on va jusqu'à l'usage, même l'utilisateur final. Hein. On va partager des informations. Alors ça va se recouper un peu avec il y a des sujets qui vont se recouper avec ce qu'a dit Igor. Après je vais le voir sous un autre angle, donc c'est déjà pas plus mal. Je vais essayer de vulgariser mon domaine, parce que la batterie, chacun a son domaine, et donc c'est ce que j'ai tenté de faire par ce PowerPoint. Alors, stockage, 30 minutes pour faire les bons choix. Comme j'avais 30 minutes, je dis tiens, c'est un titre qui est facile à placer. Alors, c'est celui-ci. Gros bouton. Attends, bouge pas. Alors, quelle technologie choisir, ce qu'a dit tout à l'heure Igor, il faut faire des compromis entre la puissance, sur le fonctionnement de l'appareil, sur l'usage qu'on va en faire. Il va falloir faire des choix. Et toutes les questions qu'on va se poser lors de cette présentation vont nous aider à faire ces choix. Donc dans quel environnement je vais travailler, c'est-à-dire les conditions de température, d'humidité, de poussière. Alors UV, pourquoi UV UV, ça dépend si le boîtier est à l'intérieur, la batterie est à l'intérieur du DM, bon là il n'y a pas de problème d'UV, mais il peut arriver qu'il y ait des boîtiers qui sont soumis à la lumière à l'extérieur, un simple capot de LED qui réagit avec des UV et une graisse à collude, j'ai eu ça dans le passé, où ça fissurait, vous voyez, donc faut penser à tout, un simple voyant peut avoir des impacts sur l'étanchéité de votre produit. Alors, est-ce que je vais privilégier l'autonomie ou la puissance? Je ne vais pas revenir, on en a parlé tout à l'heure avec Igor. Alors, est-ce qu'on va partir sur une solution primaire ou rechargeable? Alors, forcément, entre primaire et secondaire, on parle de rechargeable ou pas, mais pas que. Une pile a ses avantages. Elle a une autodécharge très faible, par contre, elle ne va pas pouvoir fournir un courant très fort. Donc, soit on va l'associer à un supercondensateur, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir de l'autonomie et de la puissance, quand on a besoin d'un fort courant. Si on veut pas d'une solution rechargeable, dans certaines applications, la pile primaire en lithium-fluorure de thionite est tout à fait adaptée. On a reconverti les clients qui étaient partis sur du lithium-ion rechargeable, et finalement, quand on a regardé le fonctionnement et l'usage qu'ils allaient en faire, avec une pile lithium-fluorure de thionite, ils tenaient 5 ans, sans avoir à mettre en place un système de recharge. Donc vous voyez, d'ailleurs, c'est ce qu'on doit leur apporter à nos clients, c'est ce qu'on doit apporter à nos clients, c'est de déterminer quelle est la technologie la plus adaptée à l'utilisation qu'ils vont en faire. C'est ça notre valeur ajoutée chez Vlad. Nous, on n'est pas fabricant vécu, donc on n'a aucun intérêt à vendre telle ou telle technologie. Nous, on va vendre celle qui est la plus adaptée au système. Alors, autre chose aussi, la pile, c'est des notions que pour nous paraissent évidentes, mais quand on discute avec des clients qui n'ont pas forcément des électroniciens en face, la partie pile, c'est une tension fixe. Alors, elle va décroître en fin de décharge, en fin de vie. Par contre, un accumulateur, lui, a une tension qui varie. Donc, il faut que ce reste cohérent et compatible avec l'étage d'entrée de votre application.
Ça, c'est des choses que souvent, on dit, bah, j'ai une pile, bon, vous allez me donner du 7 volts 2, mais on n'a pas toujours 7 volts 2. Il y a la charge, il y a la décharge, et il va falloir que toute la pleine échelle de tension soit compatible avec les tâches d'entrée de l'application. Donc toutes les technos, c'est ce que je dis, présentent des avantages et des inconvénients, et c'est à nous de déterminer celle qui sera la plus adaptée à votre application, et à l'usage que vous en ferez chez votre client, chez l'utilisateur final. Alors, vous voyez, je voulais retourner sur les bancs d'école, parce que je me suis dit, il y a souvent des incohérences d'unité. C'est dans les cahiers des charges, on parle de watts pour des wattheures, des courants, enfin, on mélange un peu tout, et c'est dommage, parce que ça part de là déjà. C'est de bien comprendre les unités. Donc j'ai dit, tiens, je vais rappeler des unités. Donc la tension nominale du pack, c'est la tension qui est donnée à mi-décharge. Lorsque vous avez une cellule NiCd, NiMH ou lithium-ion, c'est toujours la tension donnée à mi-décharge. Donc elle, c'est en volts, et elle s'exprime en volts, et lorsque vous voulez augmenter la tension de votre pack batterie, bah, c'est le nombre d'éléments que vous allez mettre en série qui vont faire la tension de votre batterie. Ça paraît évident, mais il faut le dire. Les courants admissibles en charge et en décharge, donc ça c'est des ampères. Alors nous, généralement, dans nos applications, on est sur du 40 ampères continu maximum, avec des pointes qui peuvent aller à une cinquantaine, soixantaine d'ampères, voire 100. Ça dépend des applications. C'est du médical, c'est un peu moins quand même. Mais on a des applications médicales où c'est du 24 ampères en pointe, hein, sur des toutes petites batteries en 2S. Donc derrière, c'est plus les mêmes types de connexions. Enfin, il y a tout un impact en termes de design, hein, sur la connectique. De quelle capacité je dispose? Donc là, c'est des ampères-heure. Hein. Nous, on n'est pas dans le coulomb. C'est la même formule, mais nous, on a besoin de plus d'ampères. On ne parle plus de nanoampères-heure, de picoampères-heure. On est plutôt dans l'ampère-heure. Donc, généralement, on ne dépasse pas 1200. Alors, les wattheures, on en parlera après. Mais voilà, on est sur des capacités de 24 ampères-heure, 20 ampères-heure. On est plutôt dans ces gammes-là. Donc en ampères et heure. La puissance de mon dispositif, c'est en watts. Donc ça, c'est important parce que souvent, les clients nous donnent « moi, mon appareil, il consomme tant d'ampères ». Et finalement, quand vous regardez, lui, c'est plutôt des watts qu'il a besoin. Et c'est pas pareil parce que les watts, le courant varie en fonction de la tension de la batterie. Et lorsque vous êtes en fin de décharge, il me dit « moi, c'est 20 ampères max ». Et puis finalement, quand vous regardez, en fin de décharge, il a 24 ampères. Parce qu'il ne parlait pas en watts. Il faut absolument comprendre si le système demande des courants ou si c'est des watts. Et c'est pas tout à fait pareil en termes de courant consommé vu de la batterie. Parce que nous, derrière, il va falloir choisir la cellule qui admet ces courants maximum. Donc c'est très important. Donc de quelle énergie je dispose? Les wattheures, c'est quoi? C'est des ampères-heure multipliés par la tension nominale de la batterie. Ça va vous donner les wattheures de votre batterie. Et après, derrière, il en a parlé très bien tout à l'heure, Igor, les wattheures par kilo, les wattheures par litre. Alors nous, on a toujours ce souci d'avoir un dispositif qui n'est pas très lourd, qui a un encombrement le plus réduit. Donc on est quand même aujourd'hui, le lithium-ion, c'est celui qui nous répond le mieux en termes de densité d'énergie massique et densité d'énergie volumique. Alors là, je vous ai fait faut le prendre avec des pincettes parce que ça évolue tout le temps, mais ça vous permet de donner, ça vous donne une idée des différents technos que l'on utilise en rechargeable. Là, ce n'est que du rechargeable que je vous ai mis. Donc vous allez voir le rapport dans watts par kilo et watts par litre en fonction des technos. Tout à l'heure, Igor a parlé du LFP, donc nous on utilise beaucoup de LFP hein, dans des applications de robotique, énergie renouvelable. Hein, l'avantage c'est qu'on peut faire beaucoup plus de cycles, même s'il est un peu plus lourd, mais bon, quand on est dans l'énergie renouvelable, on a un peu plus de place. La batterie a fait 17 kg quand même, donc c'est plus les petites batteries médicales que l'on a, mais en tout cas c'est tout à fait adapté. Donc le plomb, on en utilise encore du plomb, hein. Il y a quand même eu des belles avancées dans le plomb, c'est très bien recyclé, la chaîne de retraitement est très bien organisée, on nous le rachète d'ailleurs, donc contrairement aux autres technos, il faut payer. L'autodécharge, elle a vraiment été réduite, alors vous retrouvez toujours des fabricants qui sont à 20% d'autodécharge, mais on est passé à moins de 10% pour certains fabricants. Donc on a vraiment amélioré, et puis pour des très forts courants, lorsque vous avez 0,3 milliohms de résistance interne, c'est quand même intéressant pour un simple module de 2 volts. Donc le NiMH, c'est pareil, en autodécharge, ça a très très bien été amélioré. On a même des fabricants où la cellule n'est pas active. C'est-à-dire qu'on reçoit des cellules, les fabricants japonais, on peut la garder 2 ans en stock, elle reste là même. Elle n'est pas active. Si vous la déchargez, elle est toujours à 1,2. Elle va s'activer que lorsque vous allez faire le premier cycle de charge. Donc ça, c'est hyper intéressant.
parce qu'en termes de stockage, pour nous, c'est très intéressant, et chez notre client. Par contre, il ne faut pas quelqu'un qui s'amuse à faire des cycles sur la batterie, parce que derrière, ça y est, elle est partie dans un processus où elle va vivre, voilà, elle va s'auto-décharger. Mais ça c'est quelque chose des performances qui ont été très améliorées. Donc voilà, lithium-ion, NMC, NCA, c'est pour ça que j'ai mis 3,6, 3,7. Voilà, on n'a pas les mêmes courbes de décharge, donc à nous de les prendre en compte. Donc le nombre de cycles, ben vous voyez, hein, sur le LFP, voilà, j'ai mis 1500, mais on est même sur des 2000 à 3000 aujourd'hui, en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Donc ça, c'est intéressant. L'impédance, on en a parlé aussi, je vous ai dit tout à l'heure, hein, elle est donnée à l'IVERS, mais ce n'est pas forcément celle qui nous intéresse. Mais ça permet au moins, pour une fréquence donnée, de les comparer. Donc ça, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir, on parlait de pulse, là, de chute de tension à chaque pulse, ben effectivement, ça joue sur la coupure qu'on va avoir en fin de décharge. La tension de fin de décharge, donc c'est pas la même hein, entre les technos. Par exemple, pour du NICD ou NIMH, on va tolérer 0,9 à 1 volt. Ça dépend du courant d'application, donc ça on voit ça avec le client. Puis après derrière, on fixe un seuil d'arrêt de l'application qui est plus haut que le seuil d'arrêt de notre circuit électronique. Hein, nous on est là pour la petite réserve hein, entre l'application, par exemple si vous avez du LTS, donc plusieurs batteries, des éléments en série. Pour du lithium-ion, on va arrêter nous à 2,5, entre 2,5 et 2,7, et plutôt au niveau d'application, on va être plutôt à 2,9 par cellule. Hein, on essaie toujours de garder un niveau un peu plus haut pour l'application du client. Voilà, donc il y a un paramètre, c'est l'autodécharge, hein, forcément, qui est très intéressant. Alors quand on fait des choix de cellules, nous, il faut voir pour une nouvelle cellule, c'est 300 heures de travail dans les équipes. Un bon fabricant de cellules, c'est quelqu'un qui va nous fournir des cellules qui sont homogènes dans un même rank, dans un même lot. Hein. Lorsqu'on travaille avec un fabricant de cellules, ils disent « Ouais, je vous ai mis la meilleure capa. » Non, c'est pas celle qui m'intéresse, moi. Moi, je veux, c'est celle où la capa est homogène entre les cellules. Donc, on fait des spécifications d'achat techniques, où on spécifie différents paramètres avec la dispersion que nous, on estime maximum par rapport à l'utilisation qu'on va en faire. Parce que la durée de vie d'une batterie dépend de l'homogénéité des cellules que vous avez entre elles. Et c'est ça qui fait le résultat de la batterie au final. Et c'est ce dont nous, on va apporter en termes de spécification d'achat. Donc ça, on le contrôle à chaque réception. On voit s'il y a une dérive, dans les qualifications. On vérifie si ça dérive ou pas à chaque réception. Et derrière, on a même un robot qui va au-delà, sur lequel on passe toutes les cellules. Et on va venir tester les cellules pour trier. Parce qu'une seule cellule mauvaise peut vous perturber dans une batterie où vous avez 40 cellules ou 30 cellules. C'est une batterie qui est mauvaise. Donc on préfère les détecter en amont. Donc malgré ça, on peut trouver hein, même des Samsung qui sont un très bon fournisseur de cellules hein, en termes d'homogénéité. Sur 1000 cellules, il y en a une qui va être mauvaise par rapport aux autres. Donc notre robot, lui, va trier. On lance le robot, il travaille tout seul. Puis il va écarter les cellules qui ne répondent pas à nos critères. Donc, voilà, donc spec d'achat, tri des cellules même, en plus de ce que l'on fait pour le lithium, c'est très important pour assurer un produit qui soit fiable et pas à la livraison, mais sur toute la durée de vie du produit. Quoi. Alors, une batterie, ben, sa vie, hein, ce sont des accus, des piles, sa vie. Donc, il faut identifier les phases on va travailler avec notre client. On va essayer d'identifier tous les paramètres qui rentrent en compte dans les différentes phases de vie de la batterie. Donc c'est la charge, la décharge, le stockage. Hein, le stockage est une phase très importante. Hein, c'est pas, on parlait tout à l'heure du courant consommé pendant les phases de stockage. C'est une phase de vie qui est quand même importante parce que c'est la phase de vie où on est le plus longtemps, finalement, quand on regarde l'usage d'un produit. Le transport, donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et puis, il y a la partie recyclage, reconditionnement. Donc ça, ce sont les 5 phases de vie qu'on va étudier avec le client. Alors ensuite, que demande votre application? Donc la première chose qu'on va regarder, c'est l'importance du profil de consommation. On a vu tout à l'heure, est-ce qu'elle va travailler en mode puissance, est-ce qu'elle va travailler en mode courant ou en mode résistif? Ça, c'est important. Est-ce que ça va être un mode poussé ou un mode constant? Ça aussi, c'est important de comprendre tous les profils d'utilisation, car il y a plusieurs modes, hein, généralement, dans le fonctionnement d'un dispositif. Est-ce qu'elle va, on en a parlé tout à l'heure, Igor, je ne vais pas revenir dessus, est-ce qu'elle est en mode cyclage ou secours backup? Parce que ça va être un impact aussi sur le mode de charge
à concevoir. On ne va pas le concevoir de la même manière, on ne va pas fixer les mêmes seuils, parce que sinon vous allez détériorer votre batterie sans l'avoir utilisée. L'impédance à 1 kHz, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Et combien de temps entre deux utilisations, parce qu'on va définir une autonomie souhaitée, mais derrière, entre deux utilisations, combien de temps j'ai pour recharger la batterie. Donc ça, on va dire, généralement on essaie de trouver, un client va essayer d'avoir une charge la plus rapide possible entre deux utilisations, mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, parce que ça a un impact sur la durée de vie du produit. Donc on préfère, plus on a de temps entre deux utilisations, mieux c'est pour nous, parce qu'on va pouvoir travailler avec des courants beaucoup plus faibles pour charger la batterie de manière un peu plus opposée. Quand vous travaillez à forte cadence, c'est pareil. Des fois, ça fait du bien de travailler à un mode beaucoup plus posé. C'est pareil pour des accumulateurs. Alors après, c'est la structure électrique et mécanique. La structure électrique, elle dépendra de la technologie. Là, je vous ai fait deux schémas. Alors, on appelle ça une 2S2P, parce que vous voyez, il y a deux piles ou deux accus mis en parallèle, et on a reproduit ça en série. Là, vous avez une 2S2P. Là, à droite, vous avez une 3S1P-2, parce que j'ai fait deux branches complètement séparées. Vous voyez, c'est pas relié entre les packs. Alors ça va dépendre de la technologie. Par exemple, si vous faites une batterie à base de piles lithium-peroxyde, il faudra prendre le schéma de droite. C'est imposé par le fabricant. Si vous êtes dans du lithium-ion, vous allez prendre le schéma de gauche. Vous allez relier d'abord en parallèle les cellules, et vous allez venir même mesurer à chaque bloc qui est en parallèle. Et après, on va rajouter les sécurités. Alors en IMH, on peut faire les deux schémas. Alors pour vous dire, comment tu fais le choix, Stéphane? Le choix, ça va dépendre souvent du courant d'utilisation par rapport aux sécurités que je vais mettre. Là, par exemple, si je peux très bien mettre un composant de sécurité en sortie batterie, qui va protéger l'application et éviter de dépasser les courants souhaités pour la batterie globale, mais des fois c'est difficile de trouver le bon composant qui va pouvoir répondre aux deux. Donc en séparant les branches, je vais plutôt mettre des composants de sécurité dans chaque branche, ce qui fait que j'ai un courant qui est plus faible dans chaque branche, et là ça va être beaucoup plus près de ce que tolère la cellule par rapport à ce que j'ai besoin. Et voilà, à chaque fois il faut réfléchir qu'est-ce qu'il y a de mieux. La configuration mécanique dépendra du réceptacle du client, de la thermique. La thermique, on parle beaucoup d'électrique, mécanique, mais la thermique, c'est un élément essentiel dans la qualification d'un produit, parce que la température, il faut qu'elle soit homogène. Alors parfois, on rajoute des gap pads pour bien homogénéiser, pour transférer la température au code extérieur, au coffret à l'uvre. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis le niveau d'industrialisation, parce que nous, on a des outils, et généralement, comme disait tout à l'heure Igor, c'est souvent la batterie, c'est à la fin qu'on se dit, tiens, il te reste ça, puis tu mets la batterie, il faut construire une batterie qui rentre dans ce réceptacle, mais c'est pas comme ça. C'est dommage, des fois, de ne pas être à la jeunesse du projet, parce qu'on perd. Et l'industrialisation, c'est de toute façon, au bout du compte, c'est un produit qui aura un coût, et si on peut déjà imaginer la forme du produit dès le départ pour que le coût final soit moindre, autant y participer, et tout le monde est gagnant, parce que nous, le but, c'est que le client vende son produit. Voilà. Alors, les sécurités, qui prend la main? Parce que les sécurités, il y a plusieurs étages. Dans les étages de temps, au niveau sécurité, on a des données d'entrée. Donc, moi, j'ai des exigences côté cellules, qui me sont imposées par le fabricant de cellules, et je dois les suivre. Il y a les exigences de sécurité au niveau du DM. Donc, il y a une AMDEC qui est fait, alors on en fait côté batterie, mais il y a une AMDEC qui est fait par le client au niveau de son DM. Il y a le chargeur. Alors, le chargeur, j'ai bien séparé les trois parties, parce que souvent, on parle de chargeur pour une alimentation, mais ce n'est pas un chargeur. Un chargeur, c'est une alimentation qui va convertir le 220 en une tension. Et derrière, il y a une régulation tension courant. Et derrière, il y a un logiciel embarqué qui va amener de l'intelligence pour faire fonctionner le chargeur. Et souvent, on veut savoir qui fait quoi dans la chaîne. Parce qu'on peut très bien acheter une alimentation et faire l'intelligence dans l'appareil. Ou acheter un chargeur qui soit complètement dans l'appareil et l'intelligence... Voilà. C'est important de comprendre tous les étages et qui fait quoi. Donc on travaille avec le client. Les sources d'alimentation d'IDM, combien il y en a? Souvent, on a notre batterie, mais il y a peut-être d'autres alimentations. Donc on a la pile, est-ce qu'il faut apporter des sécurités supplémentaires? Donc on va essayer de chercher et de voir avec le client combien d'alimentation. Parfois, il y a le secteur. Puis nous, on est là en cas de coupure. Mais pas que, des fois, l'énergie principale est donnée par la batterie. Donc ça, c'est important pour mettre les sécurités qui vont bien. La connectique, pour définir avec les niveaux de courant, le nombre de cycles, l'environnement, pour choisir la bonne connectique. Donc après, c'est qui fait quoi?
Donc là, qui fait quoi? On va définir les différents étages de sécurité dans la batterie, l'EDM, le chargeur. Et ça, on va le conduire ensemble. C'est pas ça, Vlad d'un côté, le client de son côté, c'est vraiment un échange avec le client. Donc c'est ce que je dis, on va lister l'ensemble des niveaux, les priorités, et puis les redondances, parce qu'on a aussi des redondances qui sont en fonction de l'index qui aura été faite, qui soient soft et hard. Hein. Des fois, il y a des sécurités soft, et on va rajouter une fonction hard au cas où. Donc ça se fait en échangeant avec le client. Alors, les zones de commercialisation, ça aussi c'est important de connaître les zones de commercialisation parce que le choix de la cellule va en dépendre. Parce que quand vous êtes même entre les États-Unis et le Canada, c'est pas forcément les mêmes exigences. Donc nous, ça va jusqu'à la cellule. Par exemple, juste un exemple, les certificats IEC 62133-2 qui sont fournis par des organismes notifiés dans le monde, au Canada, il faut que ça soit fait par l'UN. Il faut que l'IEC 62133-2 soit fait par l'UN, pour la cellule. Vous voyez, donc cette petite notion est importante. Aux États-Unis, non. Aux États-Unis, vous pouvez avoir un certificat IEC 62133-2 pour la cellule qui soit fait par l'organisme notifié, quel qu'il soit. Vous voyez, donc c'est des petites choses qu'il faut savoir parce que ça peut être un frein dans le choix de la cellule qu'on va faire. Et surtout, si on veut le mot BUM, c'est ce qu'ils imposent derrière. Les réglementations homologation couvrent principalement donc, la conception, la CEM, les substances qui sont interdites, les phtalates, la sécurité des personnes et des matériels en fonction des technos, la gestion des déchets et le transport. Donc nous, on a une table, une matrice, en fonction des technos, des applications, ça nous dit quel type de certification on doit appliquer. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qu'on est rodé. Alors après, chaque domaine, alors il y a le DM, ça c'est notre dada, parce que c'est notre 80% de nos batteries ont des dispositifs médicaux. Mais on a des domaines de la robotique où là, il faut regarder chaque application, chaque domaine a ses normes. Et derrière, on regarde tout ça avec les clients. Les emballages et le transport. Donc les emballages, ça c'est une partie aussi importante parce que les exigences sont plus ou moins contraignantes en fonction des technos et de la densité d'énergie ou de la quantité de lithium. Donc on a des gens qui sont formés, habilités. Ça c'est une formation qui doit être renouvelée tous les 2 ans. Et on accompagne nos clients parce qu'ils n'ont pas forcément des gens habilités chez eux. Donc on a des clients où on livre directement chez le client final. C'est-à-dire que ça passe pas par eux, il y a les qualifications, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais après derrière, ils ne veulent pas s'embêter avec... et nous, on livre dans 90 pays. Donc voilà, on a une bonne vue on travaille avec des transporteurs, tous les transporteurs ne prennent pas du lithium, ne transportent pas du lithium par exemple. Soit c'est bateau, soit c'est aérien, mais de moins en moins aérien, malheureusement. Mais voilà, donc on est coutumier de tout ce qui est étiquetage et tout ce qui est emballage pour faire ce genre de choses. Donc, ce que je dis, le flux logistique de Vlad au client final. Alors oui, optimisons les emballages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille déjà en amont. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'emballages et le client n'utilisait même pas notre emballage et c'était dommage. Donc aujourd'hui, on fait des emballages qui sont réutilisables jusqu'à la fin, jusqu'au utilisateur final, quoi. De manière à ne pas avoir à jeter de l'emballage dans notre démarche RSE, ça fait partie aussi de la conception de l'emballage. On l'étudie même, on a même des emballages où c'est étudié pour pouvoir faire les tests au travers de l'emballage. Donc il y a des zones découpées où on peut brancher et déconnecter sans avoir à sortir le produit. Et ça, c'est étudié dès le départ avec le client. Les marquages étiquetage. Les modes de transport, donc les modes de transport, c'est route, aérien et bateau. C'est ce que je vous disais, on a du personnel qui est formé aux réglementations ADR, IATA, INDG pour tout ce qui est transport, bateau. Voilà, j'ai terminé. Voilà ce que je dirais à mes clients s'il est en face de moi. Donc plutôt nous serons associés à la jeunesse du projet, il l'a dit tout à l'heure Igor, c'est dès le départ qu'il faut être associé, mieux nous réussirons à concevoir ensemble une batterie qui soit industrialisable et conforme aux besoins du client. L'échange entre les équipes doit se faire aussi à des étapes clés pour s'assurer du succès du projet. C'est pas à la fin, nous on a des qualifications et le client a ses qualifications. Donc tout ça, il faut les mener ensemble. Les contrôles électriques, mécaniques s'avèrent primordial à toutes les étapes. Du contrôle d'entrée des composants chez Vlad jusqu'à la livraison de la batterie. Veillez à bien identifier les pays de commercialisation du DM, car dès la conception, nous aurons à prendre en compte les exigences spécifiques. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'il y
y a des questions, des remarques, des ajouts. Quand est-ce que vous inaugurez le site de production? Alors, le nouveau site, oui, alors aujourd'hui on a 2500 m² là où on est. On va déménager, là il est pratiquement terminé, on va déménager au mois de mai, la deuxième quinzaine de mai. Mais la réception devrait se faire en T2, là, mars-avril. Donc là on va avoir un terrain de 12 000 m², 4200 m² de surface. Ça va faire un peu vide par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais aujourd'hui on est plein et ça se remplit vite. Ouais, ça se remplit vite et quand on voit ce qu'on a démarré et aujourd'hui comment c'est sur le site actuel. Donc là, oui, on a hâte de déménager en mai. Une nouvelle aventure. Et dis-moi Stéphane, tu vois une évolution dans les bacs que vous faites en termes de technologie, de facteurs de forme, est-ce que tu veux une tendance? Non, non. Que ça reste Non, mais ce que je disais tout à l'heure, le sodium-ion, mais malheureusement, dans le domaine de médical, nous, on a toujours le problème de place et de poids. Donc on le voit, mais on pense à ça pour de futures applications, mais plutôt industrielles. Mais non, aujourd'hui, c'est le lithium-ion qui ressort du haut. On a des applications en base de piles. Alors les piles, lorsqu'on ne peut pas fournir le courant avec, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la pile, ben, c'est une résistance interne qui est forte, donc on ne peut pas sortir des courants forts. Par contre, on l'associe à une supercapa. Donc on peut associer une supercapa à la pile, ce qui fait que ça va permettre, vous pouvez bénéficier d'une cellule en chlore de thionyle, vous avez 17 ampères en format 32-650, et ça doit faire plus de 35 de diamètre, et derrière vous allez associer une supercapa qui va vous fournir les pulses de courant. Donc voilà comment on contourne un peu l'autonomie, la puissance, mais autrement c'est le lithium-ion qui ressort à chaque fois. On a des applications en IMH, mais c'est le lithium-ion qui ressort à chaque fois aujourd'hui, pour nos applications médicales. Et en termes de rechargeable, non rechargeable, c'est quoi? Ah, c'est plus rechargeable quand même. C'est plus rechargeable, ouais. C'est plus rechargeable. Ouais. Mais aujourd'hui, donc on ne fait pas d'invasif, nous en termes de batterie, les batteries sont toujours à l'extérieur. Par contre, on alimente des systèmes qui sont invasifs. On parlait tout à l'heure du projet CoreWave, qui est une société sur Paris, une des licornes françaises, où on a gagné ce projet, où là vous avez une batterie interne dans un contrôleur, qui est là en cas de secours, et vous avez deux batteries externes qui permettent d'alimenter le système d'assistance cardiaque. Donc là, ils ont fait un système révolutionnaire, qui, contrairement au système qui existait avant, c'était une pompe qui envoyait les globules dans le corps humain, à partir du ventricule gauche, et le sang et les globules étaient cassés, étaient abîmés. Donc là, ils ont fait un système de membrane qui oscille et qui envoie progressivement le sang dans le corps humain. Et voilà, ils ont imité la queue d'un poisson, et c'est révolutionnaire dans le monde de l'assistance cardiaque. Et c'est Vlad qui a gagné ce projet, et là on est en train de faire les homologations des batteries. Il y avait une question en ligne, c'était où est-ce que l'entreprise déménage? Alors à 3 km, on est à la zone industrielle des Papillons aujourd'hui, rue Émile de Boitine, et on va déménager dans l'autre zone industrielle qui est aller vers la campagne, elle s'appelle comment Cassantin. Zone industrielle de Cassantin, donc pas très loin, où dans la même zone il y a eu une périolée. Donc c'est au nord de Tours? Oui, c'est au nord de Tours, donc pour les salariés ça ne fait pas un gros changement, c'est 3 km. Ouais. Ok, pas de questions. Merci Stéphane. Donc si vous avez besoin de batterie, n'hésitez pas. Ça, c'est l'important. Oui. Oui, c'est mon micro. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Paul Denezette, ingénieur d'application chez Wurt Électronique. Alors, nous, Wurt Électronique, vous ne nous connaissez pas pour les batteries, forcément, parce qu'on n'est pas vendeur, on n'est pas fabricant de batteries, on est fabricant de composants passifs. Et historiquement, on fait partie du groupe Wurt, que vous connaissez certainement avec les petites voitures qui vendent les vis, de la visserie à tous les artisans. Wurt Électronique fait partie du groupe Wurt, est arrivé dans le domaine de l'électronique il y a à peu près 25-30 ans, à peu près, par un matériau qui est le matériau ferrite, qu'on va utiliser, qu'on a décliné suivant plusieurs usages. Initialement, on est arrivé par la CEM, donc la CEM
on est partenaire, on travaille avec le Crédit justement sur les aspects CEM. Et puis, quand on sait faire une inductance, quand on sait faire des éléments inductifs pour de la CEM, bien, le pas pour aller vers des éléments inductifs pour la puissance, il n'est pas loin. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à développer toute une gamme d'inductances, et puis qu'on a élargi, hop, c'est le micro, c'est ça, voilà. Qu'on a agrémenté de maintenant une grande gamme de produits. Alors, composant passif, alors très souvent on dit que le composant passif, c'est un petit peu fait partie des 80% de la nomenclature qui représente 20% du prix, qu'on laisse allègrement à l'EMS préféré, le choix, etc. Et puis on se dit que c'est pas très important et on ne se focus pas dessus. C'est vrai dans beaucoup de cas. Le petit truc qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement le composant passif, c'est peut-être pas celui qui va faire fonctionner votre produit. Par contre, c'est peut-être celui qui va le mettre à mal. C'est peut-être celui qui va, parfois dans certains cas, stopper aussi le produit. Stopper le développement, parce que ce composant passif-là, eh bien, il a certaines caractéristiques, certaines limites, certains avantages, inconvénients, comme les batteries d'ailleurs. Hein. Ils sont, en fonction des technos, il y a des avantages, des inconvénients. Et puis, la thématique du jour, pourquoi elle a du sens, c'est que, effectivement, dans une batterie, il y a une certaine quantité d'énergie, une certaine réserve que vous allez utiliser pour votre application. La tension qu'elle délivre, elle peut être différente en fonction de l'agencement des cellules, des technos. Par contre, votre microcontrôleur, lui, c'est en 1.8, c'est en 2.5, c'est en 3.3. Il n'a pas le choix, et puis quelquefois, même, sa tension d'alimentation, elle a une plage relativement serrée, il n'y a pas trop de choix. Donc, sur les minutes à venir, on va justement rentrer dans c'est un vaste domaine, hein, tout ça, donc rentrer dans le choix des composants. On va se focaliser sur deux composants très essentiels qui sont la capa qu'on retrouve partout et l'inductance, qui est un élément important quand on veut faire de la transformation de puissance, en tout cas gérer ou exploiter la puissance qu'il peut y avoir dans une pile ici, dans une batterie. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis ingénieur d'application, j'ai 45 ans. Ça fait 6 ans que je suis chez Würth, c'est pendant à peu près 18 ans, à peu près, j'ai été designer. Donc, j'étais designer dans différents domaines, pas que dans le médical. Je vais rebondir sur quelque chose qui a été déjà dit, mais qui est extrêmement important. Peu importe les projets, peu importe l'envergure du projet, la complexité, prendre en compte l'ensemble des éléments est extrêmement important le plus tôt possible. Prendre en compte donc les aspects mécaniques, l'emplacement de la batterie, la taille de la batterie dans le produit final, les conditions d'utilisation, tout ce qui va être température, tout ce qui va être vibration. On n'a pas trop parlé de vibration, mais c'est un élément à prendre en compte. Et puis il y a aussi un autre élément qu'on connaît, la compatibilité électromagnétique, qui rajoute des tests, qui rajoute des contraintes. Alors c'est pas que l'aspect administratif, certification, mais c'est aussi des contraintes sur le design. Où est-ce que je vais mettre mes éléments qui vont faire du découpage, par où je vais faire passer mes signaux, c'est aussi des contraintes. Et puis sur un même système, tout ne peut pas être mis n'importe comment au sein sur le PCB ou dans le système. Parfois la puissance d'un côté, les éléments sensibles de l'autre, il suffit qu'on ait 2-3 capteurs, dans le médical il y en a quand même beaucoup. C'est des éléments très sensibles, donc il y a une coexistence à étudier qui doit être faite dès le départ. C'est extrêmement important. L'industrialisation aussi, effectivement, une étape extrêmement importante, que ce soit dans le médical ou dans d'autres. L'industrialisation, c'est ce qui permet de passer d'un prototype qui fonctionne dans des conditions nominales, bien déterminées, à un produit qui va fonctionner, qui va répondre qui va réaliser la fonction, peu importe les conditions qui sont spécifiées dans la notice, dans le mode d'emploi, en tout cas que l'utilisateur final va espérer. Donc ça veut dire que cette étape-là, elle n'est pas forcément la plus noble, elle n'est pas forcément celle sur laquelle on aime bien travailler. C'est pas les gens qui s'occupent de l'industrie, c'est pas les gens qui sont en première ligne des félicitations ou des remerciements, mais c'est un sacré travail et on passe beaucoup de temps là-dessus, on s'arrache pas mal de cheveux. Voilà. Hop. Il faut que j'appuie sur le gros bouton. Alors, je passe en dernier. Il y a déjà des choses qui ont été dites. Je ne suis pas un spécialiste de la batterie, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Déjà rien que ça, merci.
Alors, j'ai quelques slides, je vais peut-être redire 2-3 petits trucs. Hein. Vous me corrigerez si j'ai 2-3 petites imprécisions. Alors, je remets le diagramme de Ragon, là, celui qui montre la densité d'énergie en fonction de la densité de puissance. Effectivement, les batteries, on va les mettre à peu près toutes dans le même endroit, c'est-à-dire que c'est des éléments qui vont fournir beaucoup d'énergie, d'une manière générale, et un peu moins de puissance. Là, on figure pas, on met pas les capacités, les petites MLCC qui prennent pas de place. Si je devais les mettre dessus, je les mettrais à peu près là, complètement au-dessus, au premier, il sera au deuxième étage. Ce qui veut dire qu'eux, ils n'ont pas beaucoup d'énergie. Par contre, ils sont capables de fournir beaucoup de puissance. C'est-à-dire qu'une capa est capable de vous fournir, de se vider en un coup. Donc c'est intéressant, parce que mine de rien, on va pouvoir utiliser ces caractéristiques des éléments différents. Alors pourquoi c'est comme ça? C'est des technos qui sont complètement différentes. Au milieu, là, on va retrouver des super capas, on en a parlé un petit peu, effectivement, utiliser des super capas, c'est un lien peut-être entre fournir de l'énergie, donc l'énergie c'est de la puissance pendant du temps, alors que la puissance, je dirais, c'est de la tension multipliée par du courant, donc c'est instantané. Donc être capable de fournir de la puissance quand il y en a besoin, et puis être capable d'avoir de l'énergie sur du long terme pour de l'autonomie. Il y a des mix, en fait ça c'est lié à l'architecture qu'on va mettre en place pour pouvoir atteindre une autonomie assez grande sur un produit. Alors, j'ai pris un exemple, c'est une pile, enfin une batterie, pardon, de chez Saft, voilà, pour ne pas les nommer, ils ne sont pas là aujourd'hui, donc si je dis des bêtises, ils ne me diront rien. Dans laquelle vous trouverez, dans la datasheet, quand vous l'ouvrez, vous trouvez ce type de courbe dans lequel on voit donc la tension de la cellule, ou de la batterie, en fonction du temps qui passe. Et également, on a plusieurs courbes dans lesquelles on voit, ici, c'est simplement le courant qui sort de la batterie. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a une delta U, c'est-à-dire que la cellule qui est censée donner 3,5 volts, en fait, finalement, ou 3,6 initialement, elle nous fournit pas forcément 3,6, effectivement, on a ici presque que 3,2 volts. Quand on est à 55 mA et quand on a 1 mA, on reste sur la tension initialement achetée. Donc c'est ce qu'on achète, voilà, concrètement. Donc, il va falloir faire avec. Et là, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? On peut mettre en évidence cette fameuse résistance interne qui est assez gênante, on va dire. Là, on peut la calculer sur celle-ci. On a une résistance interne, voilà, delta U sur delta I de 6,30. Bon. Ok, c'est la caractéristique. Quand on développe, donc, on doit faire avec cette résistance. On trouve aussi un autre graphe, qui est celui-ci, qui est l'évolution de la capacité en fonction du courant qu'on tire. Donc effectivement, on a parlé un petit peu tout à l'heure, la résistance interne est donnée à un instant, à un point de fonctionnement donné, et c'est vrai que les fabricants, d'une manière générale, alors ce qu'il faut voir aussi, il faut avoir en tête, hein, c'est l'électronique évolue énormément. C'est-à-dire que si on regarde dans le rétro un petit peu sur on va dire, les 40 dernières années, j'ai pas allé si loin, les 30 dernières années, tout a énormément évolué. Et quand je dis tout, c'est-à-dire que c'est la technique, les composants, mais aussi la manière de les caractériser. Quand on vous vend, nous, en tant que fabricant, un composant, on va faire une datasheet dans laquelle on va mettre des caractéristiques de composants. Il y a quelques années, je vous prends un exemple sur les ferrites, vous savez, les petites ferrites, les perles de ferrite, comme on dit, qui sont placées sur les alimentations à découpage. Les perles de ferrite, il y a encore 10-15 ans, on donnait l'impédance de ces perles de ferrite à une fréquence 100 MHz. Point, c'est tout. Et on les discriminait de cette manière-là. Sauf qu'on s'est rendu compte, avec le temps et avec la manière de mesurer l'impédance qui est devenue de plus en plus précise, de plus en plus industrielle, parce qu'on industrialise aussi les moyens de test, et bien dans ces cas-là, on s'est aperçu que la courbe, ça n'a rien à voir avec une impédance à 100 mégas, c'est parfois des larges bandes, parfois il y a des high frequency, après le max il est parfois avant, parfois il est après. Et quand on est utilisateur, designer et qu'on veut mettre un tel composant dans son système, c'est utile d'avoir un maximum de connaissances dessus, quoi. Donc ça permet, voilà, faites attention quand vous êtes face à une datasheet, regardez, vous voyez un paramètre,
même un paramètre d'un composant passif, j'arrête entre guillemets tout bête. Posez-vous la question, comment ce paramètre-là évolue en fonction de la température, lui aussi, en fonction du décébia, c'est la tension qu'on va lui mettre. On en parlera tout à l'heure à propos des kappas. Les kappas MLCC, on les adore parce qu'elles sont toutes petites, mais attention, il y a des petites choses auxquelles il faut faire gaffe. Il y a ce que vous achetez et ce que vous avez vraiment dans votre design. Parfois, il y a des grosses différences. Si je regarde maintenant cette résistance interne sous l'œil de la puissance, quand on va tirer de l'énergie de la batterie ou quand on la fait débiter du courant, forcément, effectivement, on a dit tout à l'heure, hein, la tension dans une batterie, c'est U égale E moins RI, avec cette petite résistance interne qui traîne. Ce E moins RI, donc E c'est la force électromotrice, le petit R la résistance interne. Si on prend la résistance qui ne bouge pas, qui est fixe, la température ne bouge pas, on va avoir une droite avec un coefficient directeur qui va être la résistance interne négative, donc qui va légèrement décroître. Donc plus on va tirer du courant, finalement, sur cette pile-là, et bien plus la tension disponible va baisser, c'est-à-dire que plus la puissance disponible pour la charge, va être moins optimisée. C'est un peu ce que ce graphe ici veut dire, c'est-à-dire que si je tire un peu sur ma puissance, eh bien, finalement, l'énergie qui va être disponible à l'application, c'est la charge, et par rapport à la puissance qui est sortie par la pile, finalement, en rapport est de moins en moins importante. Donc, à un moment, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train de chauffer les moineaux, quoi. Donc, c'est pas ce qu'on cherche quand on achète une certaine densité d'énergie ou de puissance qu'on met dans son système, c'est pour l'utiliser, surtout quand on est sur des applications où on est en train de chercher le pouillem de microampères. C'est certainement pas pour en dépenser en température ou par effet Joule. Donc on va chercher ici à optimiser un maximum cette utilisation. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur les batteries, c'est pas trop mon domaine. Et alors, globalement, si on représente un système, effectivement, on va avoir une pile d'un côté, une batterie. On va avoir des éléments qui vont gérer cette source d'énergie. On pourrait très bien avoir ici un buffer. Voilà, on a parlé un peu de la supercap. Alors, ça me permet de placer le fait qu'on ait des supercaps chez nous. Voilà. Donc, on peut comment dire, y mettre une supercap et on verra que ça peut avoir un certain intérêt. On va avoir justement cet étage de power supply ici pour adapter ce niveau de tension, cette énergie, ce courant disponible ici à l'application. À l'application qu'il y a derrière, donc c'est votre application, un microcontrôleur, un front-end RF, du Bluetooth, n'importe quoi. C'est ça qui va. Le but, c'est de faire fonctionner votre application. Donc entre les deux, il y a un étage ici, forcément, d'adaptation. Qui doit être le plus efficace possible. Ici, on veut naturellement perdre le moins d'énergie. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. La target, c'est faire en sorte que la puissance aille le plus possible de l'autre côté. On l'a vu utiliser les batteries à l'endroit, dans le domaine d'application ou d'utilisation dans lequel elles sont les meilleures. Et puis, faire en sorte ici d'augmenter un maximum l'autonomie du produit. On a vu ce petit graphe ici quand on n'a pas ce genre d'appareil là-bas, on s'arrache les cheveux aussi pour essayer d'estimer la consommation, parce que d'un côté on a 1 ampère, voire même parfois beaucoup plus, et puis effectivement c'est pas ce qui consomme le plus, et de l'autre côté il faut qu'on aille chercher des pouillèmes d'ampères, et c'est pas forcément facile à regarder, surtout quand on a les petits moyens. Dans les bureaux d'études, par le passé, j'en ai fait les frais, c'était pas évident. Donc, en fonction de ça, on s'aperçoit que si on tire de la puissance, en fait ici, en fonction de l'occurrence qu'on peut avoir, si on se réfère au slide précédent, on va forcément ici mettre notre batterie dans une situation où on n'est pas optimum. Là, on peut déjà identifier des endroits où, par fonctionnement, sans aller plus loin, on va déjà perdre de l'énergie. Donc si on peut optimiser ça, pourquoi ne pas le faire? D'où l'intérêt, ou d'où l'idée de mixer peut-être les technologies, celles qui vont pouvoir fournir de la puissance, avec celles qui vont fournir de l'énergie. Donc c'est
C'est pour ça que l'approche globale du départ, en disant bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais utiliser mon produit, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie de tous les jours, ce produit-là, et comment je vais optimiser cette gestion de la puissance. Donc après, au regard de la place mécanique, de la taille globale du produit, etc., au regard de toutes les autres contraintes. Là où Burt Electronics va commencer à prendre de l'intérêt pour cette présentation, c'est ici, qu'est-ce qu'on va chercher à faire, surtout au niveau, à tous les niveaux, c'est réduire toutes les pertes pour optimiser l'utilisation de la puissance. Alors, très souvent ici, à chaque fois d'ailleurs, tout ce qui va énergie, source manager, power supply, on fait appel à des chips, des composants de chez Linear Technology, par exemple, Analog Device, et puis il y en a d'autres, MPS, bref, il y a plein de fournisseurs de chips, de drivers, on appelle ça des drivers, qui vont être capables, ce sont des machines d'État, on va dire ça, qui sont capables de venir senser un endroit, de venir ajuster du découpage, ajuster des stratégies en fonction de est-ce que d'un côté, ici, on est en ce qu'on appelle en light load ou est-ce qu'on est en full load. Ça aussi, c'est le genre d'informations très importantes à avoir quand on veut gérer toute cette gestion d'alimentation. Voilà. Donc, là, sur les minutes qui viennent, je vais me concentrer sur ce qui est power supply ici. Donc, power supply, une alimentation. Ici, vous avez une tension qui peut être de 7 volts supérieure à 7 volts, qui peut descendre quand les batteries sont vides. Alors, en fonction des technos, ça peut descendre plus ou moins bas. Très souvent, lithium-ion, on arrive à 4 volts 5 à peu près, 4 volts 2, voilà, quand c'est vide. C'est là qu'on commence à avoir besoin de recharger. Donc, on a besoin, pour aller sur un micro en 3 volts 3, de venir mettre une petite alimentation à découpage, très souvent, c'est ce qui est le plus efficace. Il existe des LDO, des low dropout drivers, qui eux sont des ponts diviseurs de tension, donc qui chauffent, qui présentent pas mal de pertes, qui ne sont pas forcément les plus, présentent des avantages, certains inconvénients aussi, mais dans le cadre de l'optimisation des pertes, le LDO n'est pas le meilleur choix. Quand on est sur une alimentation, donc ici, on va avoir d'un côté l'entrée, de l'autre côté la sortie, c'est logique, et on va avoir tout un ensemble d'étages par lesquels il va falloir passer. On n'a pas le choix. Ici, c'est un bug tout simple. Alors c'est une carte d'évaluation, donc c'est un peu éclaté, c'est un peu gros, mais on peut réduire drastiquement la surface sur un PCB, naturellement. Et on va avoir différents lieux de perte qu'il va falloir optimiser si on veut vraiment optimiser son alimentation. Le premier, c'est tout ce qui va être les pertes liées aux protections. Donc on n'a pas trop parlé des protections ni parlé de CEM, mais dans le médical, il y a les normes applicables au médical sont quand même assez drastiques en termes de protection, en termes de surge, ESD, etc. Donc les composants qu'on va potentiellement mettre sur des entrées accessibles, ils présentent une certaine fuite. Enfin, ce sont des composants passifs aussi. Là, ce sont des diodes, ça peut être des différentes technos qui vont avoir plus ou moins de pertes. Donc là, il va falloir faire attention aussi au choix de ces composants-là. Derrière, on va avoir du filtrage, naturellement. Donc on va utiliser des kappa. Du filtrage, tout bête, c'est inductance kappa. Donc inductance kappa, une kappa, présente des fuites. Voilà, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais une kappa, c'est des fuites. Donc des fuites de courant, c'est pas intéressant. Donc quelle techno est la bonne? Comment est-ce qu'on peut minimiser ces fuites? Ensuite, le découpage à proprement dit. Donc les pertes liées au découpage peuvent être plus ou moins importantes en fonction de la fréquence de découpage, en fonction de l'inductance, parce que le lieu où on va prendre forme toutes les pertes liées au découpage, ce sera principalement l'inductance. Donc le choix de l'inductance va être assez important. Je le reverrai un petit peu après. Enfin, les inductances, voilà, directement au sein de l'inductance, on va avoir, en fonction de matériaux, etc. J'ai confondu switching losses et inductor losses. Donc switching losses, c'est lié au mode de fonctionnement du driver. Est-ce qu'on est à light load? Est-ce qu'on est à full load? On va avoir une courbe d'efficacité liée au fonctionnement du driver qui ne sera pas la même. C'est-à-dire qu'en général, à faible charge, on va avoir une efficacité à 50% à peu près, un petit peu plus, 50-60%. On va avoir un pic
qui va atteindre, à dire aujourd'hui sur du découpage, si on atteint entre 90 et 95%, c'est déjà pas mal, on peut encore aller au-dessus, mais globalement 90-95% c'est pas mal. Et puis après on va décroître tranquillement à la mesure que la charge augmente. Donc à pleine charge, on va potentiellement diminuer l'efficacité. Donc là c'est pareil, c'est un cas d'usage. Qu'est-ce qui correspond à la pleine charge? Combien de temps je suis en pleine charge? Qu'est-ce qui correspond à la faible charge aussi? Parce que la faible charge, on a vu que ça représentait le maximum de pertes. Faible charge pour un DC-DC, attention, c'est pas efficace du tout. Donc c'est pareil, c'est des stratégies qui sont liées au choix du driver. Est-ce qu'on va faire du pulse skipping? Enfin, il y a des tas de stratégies possibles, et sur lesquelles l'efficacité sera directement, qui impacteront directement l'efficacité. Donc attention. Alors, rapidement, une topologie d'alimentation qu'on va utiliser peut-être la plus utilisée dans le monde, c'est le buck. Le buck, donc c'est l'abaisseur de tension. Donc j'ai une tension qui est une tension VIN de 7 volts par exemple, et je veux sortir un 3 volts 3, donc je vais devoir abaisser la tension. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Très rapidement, on a ce qu'on appelle un switch ici, donc un MOS ou quelque chose de cette techno, qui est drivé par, ici ce qui n'est pas représenté c'est le driver, mais on a la tension d'entrée, on vient charger notre inductance sur un cycle, donc quand le switch est fermé, on charge l'inductance, et quand le switch est ouvert, eh bien l'inductance se vide dans la capa et dans notre système. Voilà, grosso modo, comment fonctionne un DC-DC, un buck. À l'intérieur de l'inductance, on va avoir notre courant qui va monter, descendre, on va charger, décharger, etc. Donc on va pouvoir choisir l'inductance directement liée aux caractéristiques ici de charge-décharge, liées à la fréquence de découpage, liée donc forcément le courant average qu'on va avoir en sortie, c'est lié au courant qu'on va utiliser, le courant de notre charge. Donc naturellement, quand ce courant-là, il monte, il descend, eh bien, quel impact ça a sur l'inductance? Forcément, sur le mode de fonctionnement, à quel moment on va découper. Qu'est-ce que, ici c'est mon rapport cyclique, qui est géré par mon driver, eh bien, il va bouger ce rapport cyclique-là potentiellement. Peut-être que ma fréquence de découpage, on va faire des sauts dedans, c'est ce qu'on appelle le pulse skipping, par exemple. Alors, il y a des tas de stratégies qui permettent de réduire en fait, le courant en sortie. Une autre topologie, le boost. Le boost, quand on a sur des batteries, des technos où on descend très bas et qu'on a besoin d'avoir une tension supérieure, on va pouvoir faire l'inverse, on va pouvoir augmenter la tension. Donc globalement, on a un switch, le schéma il est à peu près le même, les composants sont les mêmes, juste l'ordre n'est pas tout à fait le même. Le principe est similaire, on a un temps on, un temps off, et on va charger l'inductance, puis la décharger dans le système. Ici, dans ce cas-là, on va avoir la tension qui est assurée par la capa dans la charge, et ici, on vient rajouter de la tension, ce qui nous permet d'augmenter la tension en sortie. Voilà, ce sont les systèmes qui sont très aboutis, très connus. On retrouve les mêmes on retrouve les mêmes, le courant moyen, le ripple qu'on a dedans, etc. Et qui va, avec le rapport cyclique, effectivement, qui va bouger en fonction de la demande. Concrètement, bien, regardez ici les définitions, la manière dont on va créer, choisir nos composants en fonction dans notre alimentation à découpage sont directement liés à Vout et Vin. Vout et Vin, c'est pas Würth Électronique qui va les donner, c'est vous, c'est votre application, c'est votre batterie d'un côté, ce que va vous fournir votre batterie, et puis de l'autre côté, ce que votre application a besoin. Donc, clairement, c'est quelque chose qui va dépendre de ce que vous choisissez. Donc, fabriquer son alimentation derrière, eh bien, on va avoir besoin d'avoir ces données-là. Après, il y a d'autres données qui vont arriver, comme la fréquence de découpage. La fréquence de découpage, elle va être liée au chip. Donc, le chip, il ne peut pas tout faire. Alors, si on va avoir un chip qui va avoir plusieurs fréquences de découpage possibles ou la possibilité de faire un peu ce qu'on veut, forcément ce chip-là sera peut-être un peu plus gros, il aura peut-être des fuites internes parce que à chaque fois qu'on a des résistances de configuration, à chaque fois on va se retrouver avec une résistance, c'est un courant qui passe à travers, c'est des fuites, c'est des pertes. À un moment, quand on a des composants qui sont gros avec plus de fonctionnalités, on se retrouve avec
de plus en plus de fuites. Donc à chaque fois, tous ces paramètres-là sont à prendre en compte clairement dès le début. Je passe un petit peu. Alors quand il s'agit de choisir une inductance, si vous venez sur le catalogue de Würth Électronique, si vous allez sur Mauser, cherchez vos composants ou peu importe le fournisseur, vous allez voir une quantité astronomique de références. Laquelle est la bonne, quelle techno, comment choisir dans tout cet amas de possibilités. Et puis vous allez voir des technos qui sont différentes aussi. C'est-à-dire que là-dedans, vous allez avoir des inductances qui ressemblent à ça ou qui ressemblent à ça. C'est la manière la plus simple de faire une inductance qui existe depuis très longtemps et qui fonctionne encore dans certains systèmes très bien parce que elles sont efficaces pour ce système-là. À côté de ça, vous allez pouvoir retrouver des choses qui sont ce qu'on appelle des multi-layers, par exemple ici, ou des inductances moulées qui sont ici. C'est un bobinage qui est mis, sur lequel on va venir mouler du matériau ferromagnétique. Naturellement, les caractéristiques de cette inductance par rapport à celle-là ne sont absolument pas comparables. Les dimensions ne sont pas comparables non plus. Ici, on peut arriver sur des inductances qui sont de la taille d'un 0402 par exemple, en multi-layer. Donc ça permet d'avoir forcément des inductances qui sont plus petites en termes de valeur inductive, mais on va aussi avoir des composants qui sont plus petits et ça permettra de choisir le bon, en tout cas, d'essayer de trouver la bonne référence, la bonne mécanique, les bons éléments qui iront par rapport à l'application. Alors, dans les bons éléments, qu'est-ce qui va nous permettre de choisir la bonne inductance? Qu'est-ce qui fait la bonne inductance par rapport à votre application? C'est celle qui va nous permettre d'optimiser toutes ces pertes, notamment quand c'est sur des alimentations de batterie. Les pertes dans une inductance, elles viennent d'où? Elles viennent de deux endroits en particulier, en tout cas de deux effets. Elles sont liées aux pertes, ce qu'on appelle DC, c'est-à-dire que la tension continue qu'on passe dans une inductance, c'est la résistance interne multipliée par le courant au carré, donc c'est des pertes liées au courant au carré, donc les pertes DC. Celles-là, forcément, on peut les limiter en... Il n'y a plus de batterie. Donc ces résistances-là, ces pertes-là, on va pouvoir les limiter grâce à l'emploi de fils différents. Donc il y a le fil de cuivre rond, classique, celui qu'on a en tête quand on fait l'électricité. Mais il y a celui-là, effectivement, qui existe, mais aussi le fil de Litz, donc c'est le multibrin. Le multibrin, mais qui est utilisé dans les bobines de wireless charging, par exemple. Et puis on peut aussi avoir du fil plat, on appelle ça, qui permet d'avoir des RDC qui soient les plus petits possibles, avec un taux d'occupation du conducteur à travers le composant qui soit le plus élevé possible. Donc tout ça sont des choix que nous, constructeurs, on peut avoir pour optimiser la fabrication de l'inductance. Derrière, on va avoir des pertes AC. Donc les pertes AC sont liées au découpage. Donc c'est des pertes qui sont liées aux matériaux ferromagnétiques principalement. Donc là, c'est directement lié aux caractéristiques des matériaux ferromagnétiques. Et puis on va avoir aussi deux effets qui peuvent être assez surprenants, mais qui peuvent augmenter significativement les pertes. Ce sont l'effet de Poe et l'effet de proximité. L'effet de Poe, alors vous prenez un conducteur, vous faites passer du courant assez dedans, vous augmentez sa fréquence, et bien en fait vous apercevez que les conducteurs, la densité de conducteurs de courant à travers la section du conducteur, elle n'est plus uniforme, c'est-à-dire que vous allez avoir sur du courant continu, les électrons ils passent sur la totalité du tuyau. Plus vous augmentez la fréquence, et bien plus les électrons vont passer uniquement sur la superficie, le contour du conducteur. Voilà. Donc ce qui fait qu'à la fin, au centre, vous n'avez plus rien. Globalement, vous réduisez la section effective de conduction des électrons, donc naturellement, vous augmentez la résistance. Donc si vous augmentez la résistance, vous augmentez vos pertes. Donc ça veut dire que si vous augmentez la fréquence de votre découpage, vous augmentez potentiellement les pertes. Donc ça veut dire que, on ramène aux équations de tout à l'heure, il faut trouver le bon compromis. On a cité le mot compromis tout à l'heure, je pense que compromis, c'est peut-être un terme d'électronique, je pense, de design, parce qu'on le retrouve partout. Et le proximity effect, c'est naturellement les charges plus attirent
de charge moins, de charge plus entre elles peuvent se repousser, etc. Donc quand vous allez voir au sein de la même bobine, eh bien, une répartition des charges peut être différente. Vous allez avoir des phénomènes d'attraction-répulsion au sein même du bobinage et qui vont encore diminuer la section effective. C'est-à-dire que concrètement, pour manager tout ça ou pour gérer tout ça, il va falloir que nous, fabricants, on choisisse différents matériaux pour répondre à l'ensemble des cas possibles de nos clients. C'est pour ça que vous allez trouver une quantité absolument incroyable de références. Donc ça c'est chez nous, mais chez nos confrères fabricants, c'est exactement pareil. Voilà. Alors, le temps passe vite. Il y avait des notions, notion de rated current, c'est pareil. Des notions de rated current, c'est des notions importantes sur les choix d'inductance. Le rated current, c'est un courant pour lequel on va avoir une élévation de température dans le composant. La température, c'est l'ennemi numéro 1 de tout le monde en électronique. On n'aime pas la température qui chauffe. Quelque chose qui, peu importe le composant, que ce soit de l'actif, que ce soit du passif, quelque chose qui est chaud, c'est un moment, quelque chose qui ne va plus fonctionner dans son régime nominal. C'est quelque chose que les composants vont perdre leurs caractéristiques. Typiquement, une inductance ici, elle va chauffer. Elle peut chauffer, donc ça c'est le self-heating, self-heating temperature ici. Donc on fait passer un courant où l'inductance va chauffer toute seule. Et ça, en fonction de la construction, il peut être différent. Et les données, ici, c'est un point de fonctionnement à 40 degrés d'élévation. Un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des points de fonctionnement qui sont en datasheet. À côté de ça, il y a des courbes qui peuvent exister dans lesquelles vous avez tout le comportement. Voilà. Forcément, la manière, là, ce slide-là est juste pour montrer une chose, la manière dont vous allez faire votre routage. Donc là, le PCB, on n'a pas trop parlé du PCB, mais le PCB en tant que tel, la manière dont vous allez router votre inductance, je prends juste le cas de l'inductance, eh bien, va avoir un impact direct sur la manière dont elle va s'échauffer. Donc forcément, vous allez passer quelques temps à choisir votre inductance. Ensuite, pour le routage, choisir regarder comment vous allez la router pour faire en sorte qu'elle ne chauffe pas trop, pour limiter les pertes. Un autre point important, la saturation. Alors, la saturation magnétique, ferromagnétique, à un moment, si vous avez une fréquence très élevée dans votre inductance, le cœur magnétique peut potentiellement saturer. Alors si vous vous trouvez dans ce cas-là, ce qui va se passer, voilà, là ça ne sature pas, il n'y a pas de souci. Si ça sature, en fait, c'est la perméabilité magnétique qui tombe. Si la perméabilité magnétique tombe, si on reprend la formule de l'inductance augmente, varie et augmente brutalement. Si celle-ci augmente brutalement, forcément, je le refais, elle fait l'inverse, elle tombe, donc l'inductance tombe, donc si l'inductance diminue, elle s'oppose moins au passage du courant, donc si l'inductance diminue, forcément, sur chaque cycle, vous allez avoir un emballement du courant à travers l'inductance, donc un emballement du courant, plus de courant à passer, plus de pertes. Donc quelque chose qui va se mettre à chauffer, et à un moment, ça va être un emballement thermique, à minima, et vous allez avoir quelque chose qui va chauffer, qui va potentiellement exploser, faire exploser au sens littéral du terme, parce que derrière, vos papas, elles vont voir ce courant qui arrive dedans, et en fonction de la techno, elles peuvent ne pas apprécier du tout. Voilà. Donc voilà, c'est un phénomène d'emballement. Voilà. Si on trace une courbe ici, alors, ce qu'on donne le courant de saturation, c'est un courant qui va faire chuter la valeur inductive. Ce courant de saturation-là, on conseille naturellement pas d'aller au-delà en termes de fonctionnement, parce qu'on se met l'inductance dans une situation qui n'est absolument pas confortable. Vous voyez, quand on achète une inductance, on achète par exemple 10 micros. On achète 10 micros, et puis on pense qu'on va mettre 10 micros sur son PCB. Et en fait, concrètement, en fonction de comment on va l'utiliser, si mon application, de temps en temps, elle tire 1 ampère parce qu'elle a besoin de faire une émission, par exemple, et bien à ce moment-là, mince, je vais aussi augmenter mes pertes. On l'avait dit tout à l'heure à propos de la batterie, qui peut augmenter ses pertes. Donc, vous voyez un peu tous les éléments qu'il faut checker, qu'il faut vérifier, pour juste, on a parlé que de l'inductance encore. Il existe des outils, hop, je reviens, hop. Je vais juste vous montrer un slide, parce que je pense que j'arrive à la fin.
Il existe des outils qui s'appellent RedExpert qui vont vous permettre, en fonction de, un peu à l'image de la batterie calculateur, l'outil tout à l'heure, ils vont vous permettre de calculer les pertes à travers une inductance en fonction des conditions d'utilisation, en fonction des paramètres de votre DC-DC. Et ça, c'est un outil qui s'appelle RedExpert. Et vous allez pouvoir trouver votre compromis en fonction de la taille, des différents courants, des différentes technos, pour optimiser justement à la fois les pertes, pertes AC, pertes DC, et également l'élévation de température. Parce que l'élévation de température de votre inductance va chauffer aussi tout autour. Voilà, c'est un ensemble, tout ça c'est un ensemble. Et puis, dernier petit point, la capa. Alors la capa, je vous disais, cette capa qui est en sortie d'inductance, eh bien, celle-ci, vous allez avoir votre courant ici continu DC qui va aller dans votre application, et tout le courant Ripple qui est lié au découpage, lui, il va venir dans votre capa. Donc cette capa-là, quand on... Bon, voilà un peu la tête que ça va avoir. Derrière, hop, voilà. Donc ça, c'est le courant qui peut aller dans la capa. Ce courant-là, il va passer à travers ce qu'on appelle l'ESR, parce que l'ESR, une capa ici, une capa idéale ou une capa réelle plutôt, c'est une capa idéale avec un ESR au minimum. Ça, c'est si on prend le premier niveau d'approximation. Cet ESR-là, c'est une résistance, enfin, une équivalente series resistance. Donc ça, c'est une résistance, bien mieux encore, une résistance qui va chauffer, qui va faire, enfin, qui va participer aux pertes par effet Joule dans la capa. Donc celle-là, si elle voit beaucoup de courant Ripple, on va faire en sorte qu'elle soit la plus petite possible, pour justement faire en sorte que le courant qui passe à travers une résistance U égale RI, on se retrouve avec du Ripple en tension en sortie. Le Ripple en tension, votre microcontrôleur, peut-être qu'il ne va pas aimer. Et donc du coup, il va falloir trouver le bon compromis ici. Donc dans les capas, je voulais parler de la MLCC. La MLCC, c'est son avantage, c'est que c'est très petit. Aujourd'hui, on trouve des capas d'assez forte valeur en boîtier 0402, 06, 03, voire même encore 02, 01, et plus petit encore. Elles ont un très très faible ESR. Elles sont très très connues, enfin c'est une de leurs grandes qualités, outre leur petite taille. L'inconvénient qu'elles ont, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle le DC-bias effect. C'est-à-dire que le DC-bias effect, quand on applique une tension de 3 volts à une capa, par exemple, eh bien, si c'est une capa 10 volts, eh bien, à 3 volts, elle va déjà perdre un petit peu sa capa nominale. Donc, un peu comme tout à l'heure, l'évolution de la courbe de la valeur d'inductive. Donc, ce qui veut dire que vous prenez par exemple une MLCC de 10 micros en 0,603, 10 volts, donc elle est faite pour une tension de 10 volts, vous lui mettez 5 volts. Si c'est une technologie, par exemple X5R, eh bien, si vous mettez 5 volts sur cette capa-là, vous n'allez pas avoir 10 micros sur votre carte, vous allez avoir sans doute que 5 micros. Voilà. Et si vous mettez la même chose en 0402, par exemple, alors le micro en 0402, il n'y aura pas, mais si vous mettez un micro, par exemple, ou peut-être un petit peu en dessous, en 0402, avec ce même effet-là, vous aurez, au lieu d'avoir, mettons, je dis une bêtise, 560 nanos, là, vous aurez peut-être que 140 nanos. Donc si vous voulez du filtrage, vous voulez de la capacité, en fonction des conditions de mise en œuvre de la capa, vous n'aurez pas du tout ce qu'il faut. Donc ça peut poser vraiment de gros problèmes. Alors il y a d'autres technos, il y a les polymères qui peuvent exister. Aujourd'hui on fait, comme dans les batteries, dans les capas, on va avoir différentes technos. L'aluminium qu'on connaît depuis très très longtemps, qui existe depuis les premiers pas de l'électronique quasiment. On a vu la polymère qui est à déconseiller sur les applications de batterie parce que courant de fuite élevé. Puis entre les deux, il y a ce qu'on appelle les capas hybrides, les hybrides polymères, qui sont un mix des deux technos et qui permettent d'allier les avantages et inconvénients, enfin plutôt les avantages des deux technos. Voilà. Donc là, c'est mon dernier slide, j'ai terminé après. Donc, oui, vous avez compris, je pense, que l'ensemble des étages ici sont à vérifier. Plus tôt on le fait, mieux c'est. Le choix de tous les composants passifs ici sont très importants. Bien sûr, les composants actifs, ça coule le sens. Donc voilà, tout ça, ça a un impact direct sur la batterie qui est avant, sur sa durée de vie, sur son utilisation. Il y a aujourd'hui pas mal d'architectures qui sont je dirais, mises en avant par les fabricants d'IC. C'est eux qui drivent quand même beaucoup les architectures. Il y a on va dire des avancées régulières. Bon, sachez que
Il y a beaucoup de gens qui sont là pour aider, hein, je pense à travers, on a pu voir les outils qui sont en ligne, qui sont là, qui sont très efficaces. Les procédés de mesure aussi évoluent énormément, que ce soit, on l'a vu là, et puis nous c'est pareil pour mesurer les composants, mesurer les caractéristiques, les effets des différents paramètres environnementaux sur ces caractéristiques-là, pour justement arriver au meilleur compromis. Et puis aussi un point, on n'en a pas parlé, la CEM se rajoute aussi là-dedans, parce que tout ça, c'est, je le redis, parce que la CEM, c'est nous, chez Würth Électronique, on est énormément sollicité sur les problématiques de CEM, et la CEM, il faut prendre ça dès le départ, une inductance, blindé, non blindé, efficace, pas efficace, un routage, comment il est fait le routage, est-ce qu'il va rayonner ou pas, quelque chose de très très important. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Le Nézet. Du coup, on a une question en ligne, et puis après, on prendra les questions dans l'assistance. Donc, est-ce que Würth permet, sur le côté légal, d'intégrer et d'utiliser ces composants dans un dispositif médical implantable? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Oui, on n'a plus qu'un micro, problème de batterie, c'est l'ironie du sort. Alors, effectivement, il y a des restrictions sur le médical. À ce jour, les composants qui sont embarqués dans des dispositifs qui potentiellement mettent la vie humaine en danger, typiquement pacemaker, on n'ira pas dedans. C'est une décision ou volonté du groupe de ne pas aller dans ce type d'application. Voilà. Alors après, ça se discute. Typiquement, si c'est mettre une LED sur une indication de chargeur de batterie dans le médical, bien évidemment, ce genre de choses-là, en fonction de l'application, de là où c'est placé, ça se discute. Merci. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, on va faire rapide parce qu'un seul micro. Non, je voulais apporter un complément par rapport au design des cartes avec le PCB. On a des clients parfois qui arrivent avec l'architecture déjà prédéfinie, où ils intègrent dans les fonctions de sécurité pour la batterie la partie alimentation. Donc je dis non, on ne peut pas séparer tout ça parce que nous on a des éléments qui détectent la température des cellules. Il ne faut pas que l'alimentation vienne perturber en température. Vous avez parlé de température, c'est un élément perturbant pour la conception d'une carte électronique associée à des batteries. Complètement. À partir du moment où on veut pousser les performances d'un système très très loin, il faut avoir une connaissance la plus fine possible du système. Si on achète des modules intégrés, typiquement des alimentations à découpage, on voit énormément de clients et c'est une activité à part entière de designer une alimentation à découpage, surtout quand on veut pousser l'efficacité dans ces retranchements. Quelquefois, il est très facile d'acheter des modules tout faits. Il y a de plus en plus de fabricants de modules qui mettent des choses sur étagère qui correspondent avec des datasheets. Et on a bien vu que ce qui est en datasheet, c'est pas que c'est pas vrai. Disons voilà, et c'est incomplet. Et si on devait tout mettre en datasheet, la datasheet ferait 500 pages, même sur un composant passif. Donc ça deviendrait compliqué et complètement indigeste. Donc ça veut dire qu'on passe par des moyens de mesure, des validations régulières à différentes étapes du projet. Et jamais présumer des choses, toujours se dire qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Le danger, c'est faire l'autruche. Dire la température, c'est pas grave, oh non, ça chauffe pas, mon produit c'est le meilleur de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Je savais, est-ce que vous faites des micro-transformateurs ou des bobines? Est-ce que vous faites des micro-transfos? Alors, des micros, des petits transformateurs, on va en faire, effectivement. Alors chez nous, chez Würth Électronique, on a une entité qui s'appelle Midcom, qui est spécialisée dans le transformateur. Aujourd'hui, c'est eux qui... aujourd'hui, on a toute une gamme de transformateurs de puissance, transformateurs de signaux, qui sont séparés. Et transformateurs de signaux, on va avoir différents types de choses comme des ST par exemple, qui sont... c'est un format de mémoire, ça va être un format 0606, quelque chose comme ça pour le plus petit.
Donc ça ressemble à des CNSW, c'est des CF de mode commun qu'on trouve sur les interfaces USB par exemple, des choses comme ça. Et puis après, ça c'est notre plus petit. Alors je ne sais pas si vous voulez quelque chose de plus petit ou pas, mais après, pour les éléments de puissance, les choses qui seront les plus petites seront du style de la taille des transformateurs LAN à peu près. Vous voyez à peu près ce que ça fait, quoi. Ouais. Après, pour des applications spécifiques, on peut éventuellement aussi, voilà, il y a quelques exemples là. Pour des applications spécifiques, on peut potentiellement faire du custom. C'est des choses qui se prêtent relativement bien au custom. Après, le custom, il faut faire attention. Le custom, c'est un projet dans un projet, comme on dit. Donc, attention au coup de délai, quoi. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Juste pour conclure, déjà merci à tous les intervenants. C'est un petit nouveau bouton, j'imagine. Voilà. Donc juste pour une petite conclusion par rapport à cet atelier. Donc pour revenir aussi sur ce que vous aviez évoqué, donc effectivement avec Wurt, on organise un atelier sur la CEM au mois de février sur Orléans. Quelques autres ateliers qu'on réalise au Crésit. Il y a un atelier sur les bancs de test qui aura lieu le 19 mars avec l'Industrie Lab. Un séminaire sur l'innovation pour l'industrie, donc plutôt version industrie du futur, etc. C'est plutôt de l'électronique au service des innovations pour l'industrie. Donc voilà, je pense que par exemple la nouvelle implantation de Vlad, on en a un peu parlé à la pause, ça rentre aussi dans cet aspect modernisation et industrie du futur. Et puis le dernier séminaire qui est vraiment en lien avec aujourd'hui, où on va faire un événement spécifique sur l'alimentation des systèmes embarqués, notamment tout ce qui est recharge, etc. Donc il y aura aussi sûrement une intervention de Vitruvens, peut-être sur une autre partie, et voilà, d'autres partenaires à venir. Les formations, on les fait en partenariat avec le pôle S2E2. Donc voilà, on reboucle avec le début de la présentation sur la CEM, sur l'FPGA et puis sur les antennes dans le monde de l'IoT, y compris les dispositifs médicaux. Mais ça, Christophe, on a déjà un petit peu parlé. Juste pour information, il y a un projet européen dont on fait partie qui s'appelle Polytronics, alors qui est plus destiné aux gens qui intègrent de la plasturgie, des polymères dans leurs produits. Bon, je pense que certains produits dispositifs médicaux en ont aussi. Et donc ça, c'est un guichet unique qui permet aux entreprises de bénéficier à la fois de multicompétences. Il y a 20 partenaires dans le projet. Et aussi d'aide financière, puisqu'il y a une participation de l'Europe à un montant de 50%, et plus suivant la région où est située l'entreprise, 20-25% complémentaires par les régions. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez venir me voir. Et puis en conclusion, merci à tous les intervenants, à Elsker Loire-Vallée pour l'organisation et voilà, la visio, etc. Bien sûr, S2E2, Vlad, Wurt Électronique, nos financeurs, la région Centre, pour le Crésit, les fonds FEDER et puis l'État. Et puis bien sûr, on a un questionnaire de satisfaction. Alors en ligne, vous allez recevoir un petit mail avec un lien pour le compléter. Et puis pour ceux qui sont présents, vous avez une petite pochette avec un questionnaire papier à l'ancienne pour voilà, nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu et sur quel sujet vous voudriez qu'on intervienne voilà, dans l'année qui commence tout juste. Donc voilà, mais merci à tous. Et puis pour ceux qui sont là, il y a un petit buffet. Et puis voilà, il y a toujours les démonstrations qui sont disponibles. Voilà, j'ai dû interrompre Igor au milieu de sa démonstration. Donc c'est à suivre. Merci à tous. Donc le buffet, c'est de l'autre côté. Et je voulais juste remercier Eugénie, qui est toujours fidèle au poste et sans qui cet événement n'aurait pas pu être possible. Merci Eugénie.